Salut à tous. Alors un petit disclaimer avant de commencer cet épisode. Pour des raisons d'anonymat et de sécurité, mon invité a préféré anonymiser sa voix. Donc voilà, c'est une voix qui a été modifiée. J'espère que ça restera agréable à écouter. Je tenais quand même à le préciser au cas où certains pourraient trouver ça bizarre. Mais voilà, j'espère que l'épisode se passera bien pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Say my name. Elles sont vraiment une véritable nuisance pour la SNCF. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode du Say My Name podcast. Aujourd'hui, je reçois Wouf. Salut Wouf, j'espère que tu vas bien. Salut à tous. Alors déjà, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore pour commencer? Euh, En quelques mots, moi c'est Ouf. Et pour résumer, graffeur, vandale, surroulant uniquement, et depuis déjà très longtemps. Je pense que c'est déjà un bon résumé. Alors pour commencer, on va pas parler de peinture, parce que j'aime bien commencer toujours bien avant. Et j'aimerais te demander un petit peu dans quel contexte tu as grandi et où. Ok, donc en bref, moi j'ai grandi à Schaerbeek, et voilà, commune que tout le monde connaît sur Bruxelles. Euh, Et donc, j'ai grandi, on va dire, dans un milieu particulier, et avec une enfance particulière, d'où sûrement la suite du chemin et de la vie que j'ai eue après. C'est-à-dire avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et donc voilà, en gros, donc une vie, on va dire, une jeunesse très compliquée. Ok. Dans cette jeunesse compliquée, tu rencontres forcément, sinon tu serais pas là aujourd'hui, le graffiti. Ça se passe à quel moment de ta vie ce truc-là? C'est vers quel âge et dans quel contexte? Alors, le contexte, il a été assez particulier. C'est que je me suis retrouvé à la rue avec ma mère. Euh, donc après, ensuite, on a été hébergés. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un échappatoire dans le dessin, donc dans le tag, surtout. Et donc là où on s'est fait héberger par la suite, il y avait un stage graffiti. Et dans ce stage graffiti, bah, j'ai rencontré des graffeurs qui étaient déjà là avant moi. Je peux les citer, il y avait Rage et d'autres têtes, Eros et tout ça. Et donc voilà, c'est là que j'ai découvert les formes, l'expression, tout ce qui est la construction des lettres, etc. Le vrai graffiti, euh, en tout cas au début, c'est comme ça que j'ai découvert le graffiti, quoi. Et tu avais quel âge à cette période-là? Ah, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans. Ok. Ouais, donc début un petit peu compliqué, mais donc le dessin, c'était avant le graffiti, hein. Il y a quand même déjà un attrait pour le dessin. Tu faisais quoi à ce moment-là? Juste un peu comme tous les enfants, ou t'avais déjà des trucs que tu voyais que t'aimais bien? En fait, je reproduisais les dessins, les publicités que je voyais partout, en fait. Ah oui, ok. Et du coup, après, rencontre avec ces animateurs, qui étaient quand même bien connus pour certains. De là, est-ce que ça devient quelque chose qui est automatique? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne vas faire que dans cette maison de jeunes, j'imagine? Ou enfin, dans cet endroit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui directement devient ok, j'ai goûté au graffiti, maintenant je vais en faire et tu commences tout de suite à en faire de ton côté? Euh, En fait, moi, comment dire, quand j'ai découvert le tag dans les rues, déjà par le peu qu'il y avait par moi-même et tout, c'est le premier truc auquel je suis resté accroché. Donc, je taguais déjà dans la rue. J'avais un autre blaze et je taguais avec des copains dans la rue, déjà dans le quartier, etc. Et puis après, quand ça, c'est venu, ce stage, il m'a ouvert les yeux sur le graffiti, les couleurs, les fresques, les freestyles.
les throw-up, etc. et tout ça et tout ça. La culture vraiment graffiti, en tout cas comme on me l'a présenté. Et ouais, je suis tombé amoureux. Ça m'a rendu, c'était l'échappatoire quoi, l'échappatoire à la vie de compliquée que j'ai eu à ce moment-là quoi. Tu parles de peindre avec des copains, déjà de taguer avec des copains à ce moment-là. C'est des gens que tu rencontres par le biais du graffiti ou c'est des potes d'école avec qui tu te dis bon, c'est marrant, on va faire ça, c'est la sortie d'école, on se marre et, enfin, et ça fait ça comme ça ou il y avait déjà une approche de eux le faisaient, tu les as rejoints ou inversement? Non, c'était juste des voisins du quartier et puis avec qui on joue au basket et puis voilà, on a commencé à taguer, puis on a eu la passion du tag et puis on a commencé à taguer dans tout le quartier. On n'allait pas encore trop au centre-ville à ce moment-là, on avait quand même 12-13 ans. C'était assez... la ville pour nous c'était déjà loin quoi. On en rigole aujourd'hui, mais voilà, de Scarbeck jusqu'en ville, c'est pas un truc que les petits faisaient quoi. On bougeait pas du quartier en fait. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'ils ont continué après ces gens-là ou c'est un petit peu le seul résistant de ce groupe? Bah, comme beaucoup de cette époque, et comme beaucoup de crews encore qui ont suivi par la suite, dans lesquels j'ai été, évidemment, non, je suis le seul. OK. Du coup, cette rencontre avec après Eros, Rage et cetera, ça t'amène à avoir une vision qui est plus poussée dans la pratique. C'est quoi le après? Est-ce qu'il y a un changement? Parce que du coup, voilà, tu fais tes petits tags, tu rencontres ça, est-ce que directement ça te donne envie d'aller vers autre chose? Ou, comment ça se passe pour toi après cette rencontre? La suite, elle est simple, c'est que les amis avec qui j'ai commencé à taguer, sont rentrés dans un crew à l'époque, qui s'appelait, DMK. Donc c'était, vers 92, 93. Hem et donc eux, ils avaient fait leurs preuves, à ce moment-là pour rentrer dans le crew. Quand tu parles de faire ses preuves, tu parles de quoi? En fait, à l'époque, il fallait savoir qu'il y avait le style au niveau du taille, le style bruxellois, qui était vraiment mis en avant et il fallait le maîtriser. Donc tu maîtrises pas le taille, tu maîtrises pas le style bruxellois, t'as rien à faire dans le taille, t'as rien à faire dans le graffiti, t'as rien à faire dans tout simplement dans reste chez toi, quoi. OK, et donc eux avaient déjà réussi à maîtriser ce tag-là? C'est ça. À partir du moment où ils arrivent à le maîtriser, ça veut dire qu'il y a une porte d'entrée pour les crews, c'est déjà, c'était l'étape un peu obligatoire, c'est ça? En tout cas, dans chaque crew, il y avait quelques étapes, enfin, c'était pas comme ça, c'est pas parce que tu faisais, t'étais le pote ou je sais pas quoi, que tu rentrais dans le crew. Moi, c'était mes potes, mais je suis pas rentré dans le crew parce que c'était mes potes. Je suis rentré après dans le crew parce que j'ai fait mes preuves, et parce que, et même quand je suis rentré dans le crew, il a fallu encore que je fasse mes preuves pendant que je suis dans le crew, quoi. Il y a vraiment une part de mérite, en fait, à ce moment-là, pour rentrer dans un crew. Ouais, surtout à 13-14 ans, quoi. C'est incroyable, quoi. Du coup, on se retrouve en ville, on a 14 ans, on commence à taguer sur les bâtiments, etc., les magasins et tout, ça devient plus qu'un échappatoire, ça devient une seconde vie. C'est les potes d'école à ce moment-là? Non, pas du tout. OK, c'était plus le quartier, c'est ça, Le quartier. Ouais, OK. Du coup, comme tu dis, le crew, j'imagine que ça t'amène là directement à un truc, plus concret. Il y a peut-être des choses qui s'organisent, des sessions qui s'organisent, il y a un côté plus, répétitif, si je puis dire, dans la pratique? C'est ça, il y a une organisation et à cette époque, en tout cas pour tous les crews, il y avait le Family Games pour remettre le contexte de l'histoire un peu plus détaillé, mais il y avait le Family Games au centre-ville et les crews, enfin tous les crews se donnaient rendez-vous là-bas et donc c'était un peu le rendez-vous, et évidemment le rendez-vous du crew, ça se manque pas. Parce que si ça se manque, on se fait taper sur les doigts. Et parce que quand il y a rendez-vous du crew, ça veut dire qu'après il y a une grosse virée et tout le monde doit être là. Des virées tag, à ce moment-là, c'est ça? Que des virées de taille. Ouais. OK, ça dure combien de temps cette période-là? Elle dure environ 2-3 ans. OK, 2-3 ans de gros focus tag, en équipe. Focus tag en équipe, mais moi j'ai très vite pris mon chemin de mon côté avec le graffiti
parce que, justement, j'avais, l'école du graffiti, dans laquelle, j'étais, à Scarbeck, et ça m'avait poussé justement, moi, à pousser plus, enfin, comment dire? De performer dans le graffiti plutôt que dans le tag. Le tag, j'avais fait le tour, au niveau du style, et il fallait un graffeur aussi dans le crew. Il fallait qu'on voit, justement, aussi des grosses pièces, DMK et pas seulement en tag, et donc moi je me suis focus sur le graphe. C'est les rencontres avec Rage et Eros qui t'amènent à vouloir faire du graffiti? Bah, c'est la base en fait. Moi, j'ai découvert en tout cas, la passion en tout cas, et l'amour du mix, de la couleur, du freestyle, de la recherche de style dans le lettrage et cetera, c'est, via Rage. Précurseur du freestyle en Belgique donc ouais, tu décides là, tu commences assez vite à sketcher alors, j'imagine? Je sketch tous les jours et je fais des rencontres qui après m'amènent, justement, à améliorer mon style, et donc des rencontres incroyables, comme, les TMB. Et donc voilà, il y avait des crews à l'époque, c'était en tout cas pour moi, c'était le crew vraiment, qui passait au-dessus, de tout le reste. Tu pratiques, du coup, rapidement toi-même des graffitis ou c'est quand même quelque chose que t'oses pas trop au début, c'est plus sur le papier et tu continues de taguer ou assez vite tu vas te dire: «OK, je vais passer le cap et j'y vais et j'en fais»? Non, non, très vite, j'ai passé le cap. J'ai très vite, aussi compris que mon matériel, je pouvais pas l'acheter, donc il fallait que je le vole. Donc je suis très vite passé le cap, j'ai commencé les voies ferrées, près de chez moi. J'ai commencé toutes les voies ferrées, au début avec des parties du blaze, pour pas le faire en entier. Hem Et c'est en faisant ces voies ferrées tout seul que justement j'ai découvert, ben, les premiers yachts. Ça, certains qui existent plus maintenant, mais les premiers yachts de train, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Juste pour la petite question, c'est quoi le blaze que tu faisais à ce moment-là? Alors il y a eu un premier blaze, donc au début c'était Crime, et puis après ça a été, Rejet. OK. À ce moment-là, du coup, c'est toujours rejet quand tu parles de faire tes premières pièces? Ouais. OK. Du coup, ouais, les voies ferrées, le grand classique, pour, l'apprentissage des pièces. Du coup, tu dis oui, effectivement, du coup, ça forcément, à force de remonter les voies, c'est facile de tomber à un moment donné sur un train. Comment ça se passe cette rencontre avec le train les premières fois? Est-ce que tout de suite c'est un truc où tu te dis: «Ouah là j'y vais, c'est sûr je me loupe, pas l'occasion» ou en réalité tu passes un peu à côté parce que le mur est plus intéressant, il va rester et le train, tant pis? Non, la première rencontre en fait, ça a été, assez particulier parce que c'était dans un dépôt, qui n'existe plus, et quand je suis arrivé dessus, j'y ai pas cru, j'ai cru que c'était comme dans un rêve. J'avais l'impression de voir, quelque chose, enfin, que je voyais que dans mes rêves, quoi. C'était impossible, c'était un petit dépôt, c'était tous les petits trains, tous les petits cités, garés les uns à côté des autres, il y avait un bâtiment à côté, c'était complètement vide, c'était calme, et il y avait juste cette odeur de yacht, cette odeur de train, l'odeur de graisse que bah, qui me montait à la tête, et puis l'ambiance, et je me suis très vite, très vite fait à l'ambiance, donc j'ai commencé, très vite, ben, commencer à graffer, dans cet endroit-là, que j'ai kiffé, et puis j'ai pas arrêté d'aller là, quoi. T'étais tout seul quand t'es tombé dessus? Ouais, tout seul au début. Et donc là tout de suite c'est, ouais le trésor on y va tout de suite, on consomme, directement quoi. On consomme, et parce qu'autour de moi, j'avais que des tailleurs, j'avais pas de graffeur, et puis je connaissais pas non plus, la plupart des autres crews. Ben, à ce moment-là, on était un peu tous en bagarre, c'était un peu le chacun était dans son coin, il y avait pas vraiment de potes, quoi. Donc et puis voilà, après, on voyait ce qui se faisait aussi, donc évidemment, que ça m'est arrivé à cette époque, d'arriver dans le dépôt et de voir des pièces, à choc. Donc et voilà, Forcément du coup de ça j'ai 2 questions qui en découlent. La première simplement c'est, à quelle année on est quand tu tombes sur ce premier dépôt? Parce que je trouve ça intéressant de placer une période. Et alors la deuxième aussi c'est, tu dis tout de suite: «Je suis comme dans un rêve, je trouve cet endroit et ça me paraît être, mon rêve le plus fou». Donc tu avais déjà un attrait pour le train? Tu avais déjà vu des choses qui t'avaient donné envie d'en faire? ah non, pas du tout. C'était juste directement une envie, t'es tombé dessus, tu t'es dit: «Ça me parle quoi».
Ça me parle, l'ambiance, les odeurs, le calme, le, le fait d'être dans un endroit où, bah, déjà, où t'as rien à faire là, en fait. Mais pas encore, tant d'exemples de magazines ou quoi? Il y avait pas ce truc de: «C'est ça qu'il faut faire parce que c'est ce qu'on nous a dit qui était, le meilleur», quoi? C'était plus un ressenti perso. Non, j'avais rien découvert, je connaissais rien, j'avais juste reçu à prêter, je crois, le Spray Can Art, je pense, où j'avais vu des exemples de graffiti qui m'ont donné des idées et tout, mais pas d'exemple, pas de photos, pas d'internet évidemment, rien du tout quoi. Donc voilà quoi, c'est tombé comme ça quoi. Et là, on va dire que ça devait être en 90, 92. OK. Comme tu dis, tu arrives, il y avait quand même déjà des graphes de choc. J'imagine que c'était enfin, tu devais pas croiser beaucoup de panels à ce moment-là, même au dépôt, j'imagine que c'était pas le truc le plus courant? Ah non, pas du tout. On va dire que j'y allais 2 fois par semaine et sur le mois, je pouvais y aller peut-être, on va dire au maximum 5-6 fois et sur les 5-6 fois, j'allais tomber une fois sur un panel, quoi. Ouais. À part Choc, tu en as vu d'autres? Que je me souvienne en tout cas, moi, de l'époque, non. Ça a dû te faire quand même quelque chose la première fois que tu tombes sur un graphe de quelqu'un d'autre, parce que j'imagine que tu t'imaginais un peu tout seul dans ta bulle, vu que tu croises personne, tu vas tout seul. Ça doit te faire un truc de dire: «Ah purée, je suis quand même pas le seul à me retrouver là des fois», c'est marrant. Ben, en fait, ce qu'il y avait aussi, c'est que, bon, je connaissais Choc de nom et donc c'était assez spécial dans le sens où, voilà, ce mec, il savait déjà ce qu'il faisait sur train, alors que moi, j'étais encore complètement au début et à la recherche de tellement de choses. Ouais, je comprends, ouais, oui, il y avait déjà quelque chose de il était déjà dans une longueur d'avance un petit peu, si je puis dire, dans la préparation et dans ce qui Ouais, voilà, comment il appréhendait le support. voilà. C'était pas non plus sa période, voilà, où il a explosé et tout, mais c'était déjà, pour cette époque, c'était déjà quelque chose de voir une pièce différemment. Donc, ça montrait aussi les possibilités de travailler de la 3D, de partir sur un fond, etc. Tu rencontres ce du coup, ce train, tu faisais beaucoup de rues. Est-ce que directement, il y a un changement du coup dans ta peinture, une approche où tu te dis: «Maintenant la rue c'est terminé, je vais aller que sur le panel», ou ça reste un petit plaisir de temps en temps et le gros ça reste, les virées de crew, et en tag, et le train c'est le petit bonus? Non, à ce moment-là, c'était surtout la rue. Et il y avait rien que ça parce que j'étais un mec de rue. Donc c'était surtout la rue, quoi. La rue, le crew avec la rue, les tags, les pièces en rue, etc. Donc le train, ça a été vraiment une petite parenthèse que j'ai découvert moi-même tout seul et puis qui est revenu par la suite, plus en force, mais c'était pas quelque chose de prioritaire dans ma vie à ce moment-là. Du coup, ce changement comme tu dis qui se fait à un moment donné de dire: «Je passe de la rue au train», elle se passe quand alors? Alors, il y a eu un gros décalage entre les 2 parce que il y a eu aussi, des gros décalages dans la vie, du fait, que pendant la période, rue, il y a eu, forcément tout ce qui va avec, les vols, les agressions, la drogue et cetera et tout. Et donc, il y a un moment, voilà, les ennuis tombent aussi, et cetera. Donc on se calme aussi, voilà. Et du coup, il y a un moment où il faut réfléchir, il faut se poser. Donc, moi, quand je me suis posé, j'ai réfléchi. Ben, en fait, je suis rentré dans un autre crew à ce moment-là, et c'était CMS. Et dans ce crew, évidemment, euh, ça a été la découverte aussi de différents styles, de différentes personnes avec d'autres mentalités qui venaient d'autres quartiers, etc. Et donc, ce crew était un mix, et on va dire que ça a été le gros déclencheur de tout ce qui a suivi après, en tout cas. Oui, donc tu cette période CMS, elle se catégorise par quoi? Enfin, elle se définit par quoi alors, en termes de peinture? Toujours beaucoup de la virée tag ou justement tu vas sur autre chose et la dynamique change pour toi? Alors, CMS à l'époque, c'était surtout la rue, la Stib, donc les trams.
les bus, les voies ferrées, etc. Mais c'était pas le train. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, justement en faisant des voies ferrées, de croiser des graffeurs de train, euh, comme End, comme Zen, etc. Donc, on ne sait pas qu'on était admiratif, mais il y a des fois qu'on se disait, on était là, bon, on les a vus, on serait bien parti avec eux faire ce train. Et donc voilà, ça trottait dans notre tête de plus en plus. Mais c'est marrant parce que comme toi, t'avais quand même déjà trouvé un endroit, t'en avais déjà fait un petit peu. C'est étonnant que tu ne te sois pas dit, bah, moi je peux le faire en fait. Je sais comment le faire, je l'ai déjà fait. C'est drôle que ça te soit pas revenu tout de suite du coup. Non, parce que ça a été une bulle, c'était, comme je l'ai expliqué, dans un rêve, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant une courte période. C'est un endroit que j'avais trouvé, c'est un endroit que j'allais de temps en temps, pas non plus régulièrement. Et donc, on va dire que je l'ai mis, quand j'ai arrêté d'y aller, j'ai mis ça de côté et j'ai réouvert la parenthèse par la suite quand CMS s'est terminé. Ouais, et du coup, cette période-là, de quoi on avait parlé de 2 3 ans avec ton autre crew, celui-ci sur CMS, combien de temps ça dure aussi, de nouveau cette parenthèse-là? Jusqu'en 96. Ok. Et là, c'est l'explosion de CMS, et on en a parlé en hors podcast, tu m'as dit, c'est la création du coup de 3 crews qui en découlent, c'est ça? Voilà, c'est ça. 3 crews, dont P50, DB et VA. Toi, tu te places du coup dans VAA. Moi, du coup, je décide de créer ce crew en 96 avec une autre optique, une autre vision, où à ce moment-là, dans ma tête et dans ma vie personnelle, il n'y a rien qui allait. Euh, donc c'était le bordel total. Et il fallait que dans le crew, ce soit le bordel total. Donc, qui dit bordel total dit un mix de tout. Et dans le mix de tout, voilà, évidemment, il n'y a pas que le graffiti, il y a tout ce qui va avec, les vols, les agressions, les raquettes, etc., etc. Tu rentres dans un crew qui est du coup dans une plus grosse forme de violence, dans tous les points de vue, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est toi qui le crée, le crew. c'est ça. Ça se lance avec qui sur le départ? Ah bah, au départ, tout seul. Ensuite, avec un collègue quiz. Et avec lui, justement, on retourne à ce fameux petit dépôt de train. Et là, en fait, on se retrouve justement en équipe. Et du coup, ben, on part sur une nouvelle motivation, une nouvelle force. Et là, on a bien, comment dire, usé le dépôt, quoi. C'était un dépôt à Bruxelles en fait, c'est ça? Ouais, sur Scarbeck. Qui, oui, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Non, c'est plus du tout. Et donc là alors c'est le début de la marave sur le panel, c'est ça? Non, Toujours pas? toujours pas, parce qu'avec le crew, moi, l'optique, c'était que comment enfin, les premiers supports, en tout cas, ce soit le roulant, et qu'ensuite, ce soit la street, les voies ferrées, enfin, tout ce qu'il y a moyen de faire, quoi. Ouais, il y avait toujours une volonté d'être un peu partout. Présent partout, hein. Et tu parles du coup du fait que quand même ça commence à bien marave. J'imagine que là la scène train, on est en 97, c'est un truc comme ça, j'imagine à peu près 96-97. C'est ça. La scène train a commencé à bien exploser aussi. Euh, Est-ce que ça participe au fait que c'est ça que vous vous dites, on a envie d'y aller un peu plus, ou même pas, c'est juste vous qui aimez ça et ça, le reste ne rentre pas en compte? Non, pas du tout. C'est juste nous. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas les réseaux sociaux et, comment dire, cette volonté de vouloir toujours faire plus que les autres, mieux que les autres, etc. Aucun, enfin, aucun support, en tout cas, pour nous, même quand on allait en gare, ça nous arrivait souvent de traîner et de regarder les trains. Et si on voyait notre train passer, c'était cool. Si on ne le voyait pas, c'était pas grave non plus, quoi. Donc,
C'est comme ça, il y a rien qui nous motivait à part notre propre motivation nous-mêmes. Oui, on est vraiment dans une culture de l'instant plutôt que de la reconnaissance. Totalement, puisque on va dire sur une semaine où on faisait 4-5 trains, ça pouvait arriver peut-être qu'une seule fois où on prenait la photo. J'allais te demander du coup, alors, vu que tu parles d'un mouvement plus radical dans VA, c'est quoi alors, la mentalité et une virée de crew avec VA à cette période-là? C'est quoi le qu'est-ce qui caractérise le crew? Qu'est-ce qui est différent d'avant? Ce qui est différent d'avant par rapport à aujourd'hui, Ou plutôt par rapport à CMS, et cetera? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça y est, VA, c'est différent? Qu'est-ce que vous faites en fait, avec ce crew-là? Qu'est-ce qui amène la différence? bah, ce qui amène la différence, c'est que on a très vite eu des connexions avec les Allemands, des connexions qui étaient pas évidentes à faire comme au jour d'aujourd'hui où il suffit d'envoyer un SMS ou un DM. Mais quand les connexions sont faites avec les Allemands, ça a été aussi pour nous une ouverture sur un nouveau monde, un nouveau style, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle technique. Euh, et à ce moment-là, ben, comment dire, le graffiti, pour nous, c'était plus du coup un plaisir, ça devenait plus une discipline. Tu parles de connexion avec les Allemands. Comment ça se passe, cette, connexion en fait? Ça se croise un peu par hasard? Il y a un contact en commun? Comment ça se fait? Euh, on va dire que les contacts se sont faits par hasard. Ils sont arrivés par hasard dans un dépôt. Et du coup, on a gardé les contacts euh, par email. Et les contacts sont restés assez forts pendant quelques années. Et après, à ce niveau-là, j'imagine que là, il y a aussi une, réalité de la mentalité allemande sur le roulant qui est, enfin même dans le graffiti de manière générale en fait, qui est, bien plus disciplinée et c'est ça qui vous donne envie aussi d'y aller dans un truc plus sérieux? Ouais, totalement. Et au point même de partir jusque chez eux à Berlin et de se prendre dans la gueule un truc qu'on n'avait jamais vu en fait, nulle part. C'est-à-dire du graffiti, mais partout, 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 partout quoi. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était bien retourné. Ils avaient quand même aussi un peu d'avance sur la scène belge par rapport aux étapes qu'ils ont pu avoir plus tôt. Enfin, tu ressors de là, j'imagine, t'as un truc où tu te dis, ça y est, nous, on veut faire la même chose ici, quoi. Exactement. Du coup, on est revenu avec des magazines et quelques VHS. Euh, et c'est ce qui a fait après la suite. Quand tu parles de suite, on va peut-être pouvoir parler de métro aussi, parce que ça a été quand même un gros focus pour toi pendant pas mal d'années. Euh, Métro et train, tu l'as dit toi-même en intro, c'est ta principale activité. Toujours aujourd'hui, c'est quand même ton support de prédilection, mais est-ce que c'est à ce moment-là, alors que ça se décide, même d'attaquer le métro, etc. C'est en revenant de Berlin? C'est ça, en revenant de Berlin. Et avec les VHS avec lesquels on est revenu. Euh, ensuite, ce qui a été un élément aussi déclencheur, c'est le premier magasin de spray qui a ouvert au centre-ville par deux personnes vraiment très 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 gentilles et très cool à l'époque et qui fournissaient enfin, qui nous fournissaient vraiment très très bien et donc encore une fois ils ramenaient des VHS etc. et et puis là voilà on est tombé sur des pépites etc. et tout aussi. Mais moi, personnellement, ce qui m'a fait déclencher, enfin, l'élément déclencheur dans ma tête au niveau des métros et personnel, quand j'ai été les faire tout seul au début, euh, c'est quand je suis parti à Paris tout seul et j'ai découvert UV et tout ce qui tournait autour. Euh, et là, j'ai dit, ok, je reviens à Bruxelles, je fais la même chose. Les UV, tu les rencontres ou tu te manges juste leur production? J'ai juste, bon, comme tu dis, mangé leur production et par la suite la VHS qu'ils avaient sorti à l'époque, etc. C'était encore l'époque où ça raquettait devant le magasin et bon voilà, moi je suis sorti.
avec mes sprays, ils sont venus à 3, hein, on a discuté, bah, ils ont bien vu, j'étais un mec de la rue, il y avait aucun problème s'il fallait se battre ou quoi que ce soit, on a discuté, on a rigolé et tout et j'ai même pas les blazes, je sais plus c'est qui c'était mais c'était un bon moment, je suis revenu à Bruxelles vraiment avec une nouvelle manière de penser. Ouais, donc il y a vraiment ça a eu un impact, et c'est vrai que quand, on pense, enfin quand, j'ai déjà pu entendre des histoires sur VA, c'est vrai qu'en fait, quand tu le dis, il y a un rapprochement qui peut se faire, ouais, un petit peu dans cette violence, dans l'acte et dans la mentalité, en fait, hein, un petit peu. C'est ça. OK, et donc c'est ton retour, tu reviens de Paris et là, tu t'attaques, comme tu dis, un petit peu tout seul à certaines choses, mais c'est quoi le début? C'est quoi le début de cette scène alors, comment ça se passe, à ce moment-là, dans le concret? Ben, dans le concret, en fait, à ce moment-là, il y avait eu, quelques métros qui avaient été faits, par les étrangers, puis ici par, quelques Bruxellois. Mais ça s'est arrêté là, ça n'a pas été, comment dire, des gens qui en ont fait, comment dire, leur passion et commencé à aller cartonner toutes les semaines ou tous les jours. Et du coup, moi, enfin, un jour, je suis tombé par hasard, justement, à ce moment-là, sur le métro de Zen. Et j'ai simplement suivi la ligne. Et à ce moment-là, j'ai vu où les métros étaient placés. J'avais proposé un ou deux amis à ce moment-là pour le faire. On m'a pris pour un fou. Du coup, je suis parti quand même le faire. Et donc, j'y suis retourné plusieurs fois. Jusque par la suite, avec le crew, avec retourné, où je suis retourné avec un de mes collègues et il était pas chaud non plus parce que c'était pas quelque chose qui se faisait. Et du coup, voilà, il m'a pris en photo et ça a été une photo qui a été envoyée à l'époque, c'était Ayogasm. C'était une plateforme sur Internet, la seule d'ailleurs, incroyable. Euh, et le mec qui gérait ça a trouvé la photo incroyable, donc il en a redemandé si c'était possible. Mais en redemandant les photos, évidemment, nous on était au début dans l'esprit de se dire tiens, on va, on fait un truc et puis voilà. Mais là, on est parti après, la machine a été lancée quoi. Ouais, du coup, je voulais juste revenir sur, tu parlais du métro de Zen, pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, Zen, c'est le premier bruxellois qui a, frappé le métro, qui a fait un panel sur le métro. Enfin, le premier bruxellois, parce qu'il y avait eu 1653 avant, et du coup, tu parles bien de ce fameux panel, Voilà, Zen, qui à ce moment-là, je pense, était Cosa Nostra. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour moi, c'était important de préciser pour ceux qui connaissent peut-être pas ou plus. Et ouais, donc tu les photos. C'est avec qui que tu bouges à ce moment-là? Enfin, je bougeais surtout avec Cuise. Et est-ce que vous êtes donc là, toi, tu te dis: «OK, je vais essayer de peindre le métro plus régulièrement». J'imagine que ça devient quelque chose où directement tu te dis: «Ça va pas être un one hit et puis je passe à autre chose». Est-ce que tu te rends compte que vous êtes plusieurs à être là-dedans ou t'es un peu tout seul à ce moment-là, Non, franchement, il y avait personne. Tout seul sur le réseau, ouais, il y a personne. Tu vois rien. Il y a pas de, il se passe rien, quoi. C'est la découverte totale des spots. Après, moi, j'en ai pas découvert tout seul énormément. La plupart des spots, j'ai découvert par la suite avec mon autre associé. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était un spot que voilà, qui était pour moi assez facile à faire, qui était pas très loin de chez moi et donc que je faisais régulièrement, quoi. et par rapport à ça, combien de temps est-ce que pardon, je voulais dire combien de temps ça dure, mais surtout, est-ce que ça devient directement un truc où tu prends goût? C'est, ça y est, tu l'as fait et en fait, ah ouais, c'est le 2 trucs que tu vas, focaliser pendant une période ou, un petit peu comme tes premiers trains, ça devient un quelque chose de plaisir de temps à autre et sur le côté, tu fais plus d'autres choses? C'est ça, c'était plus un plaisir et chaque fois c'était comme un exploit, quoi. Vu que personne était chaud de faire les métros, tout le monde se focalisait sur les trains surtout. Et donc il y avait la prise de risque aussi, qui était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était
comment dire? Elle était si pas plus au même niveau qu'aujourd'hui, mais parce que c'était l'époque et parce qu'il y a rien qui se faisait et voilà. Et tu arrivais déjà à voir les circuits à ce moment-là? Tu arrivais à les voir rouler de temps en temps ou vraiment jamais? Tu avais ta photo, et encore même s'il y en avait une? Jamais de photos. J'ai que des photos, en action. Ouais, OK. À partir de combien de enfin, après combien de temps tu vois d'autres gens arriver un petit peu, là-dedans? On va dire que, ça a été sur la période, beaucoup, plus tard parce qu'il y a eu, entre 2 la période 98, 99 où là j'ai fait rentrer, 2 autres, collègues, dans le crew avec qui, ça a très bien matché, pour, heu justement cartonner les métros et qui étaient aussi, passionnés, par ça. Et donc là, vous commencez à y aller en équipe alors? Et là, on commence à aller en équipe, c'est-à-dire à 4. Et c'est-à-dire que là, on commence à envoyer, quoi. C'est directement tout des panels, hein, j'imagine? C'est du panel, du bottom et beaucoup de punitions. Ah oui, quand même déjà aussi, ouais. Parce que je sais que les intérieurs, ça faisait, quand même pas mal, démonter vite, même dans les trams et cetera, mais là, t vous commencez aussi à le faire sur l'extérieur. Ouais, c'est ça. En parallèle, vous continuez aussi le train, j'imagine? Le train et la rue et les voies ferrées. Ah oui, toujours le la complète, en fait. La complète, ouais. Ça a combien de tu combien de sorties, par semaine à cette période-là? C'est un peu non-stop? Hem, sur un jour, enfin, ouais, sur une semaine, je veux dire que c'est, presque tous les jours, hein. Ouais, ouais, OK. C'était vraiment ta raison de vivre à ce moment-là, c'était ça, quoi. Ouais. On va parler du fait qu'il y ait eu, le lien avec les TV aussi par après, lié, au métro et à tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette connexion, Alors la connexion TV, elle s'est faite, plus tard et entre 2, il y a eu, entre 98 et 2000, hem et j'ai fait rentrer, un autre, collègue, avec qui, on a lié une très forte amitié, hem avec qui, enfin, je me suis retrouvé, en fait. On avait la même vie, on vivait tous les 2 dans les mêmes genres de quartiers avec, c'était vraiment, vraiment la merde et donc on s'est retrouvés, on a été, un peu, je dirais, comme 2 frères, heu et on s'est retrouvés aussi dans l'esprit, de au niveau du métro. Là, on est vraiment rentrés tous les 2 dans une bulle, au point même que les autres, se sont mis en retrait et du coup, pendant, je dirais, à peu près 2 ans, hem, on a été actifs, pratiquement et uniquement que sur le métro. Et je pourrais même pas dire le nombre, qu'on en a fait, parce qu'on faisait parfois, sur 3 jours, on pouvait faire, 4, 5, 6, 7 sorties, quoi. ah oui, OK, donc là, il y avait vraiment une période de forte, forte activité là-dessus, un focus complet, quoi. Un focus complet, un focus complet, ouais. Au début, on les comptait et je veux dire, il y a un moment, quand tu fais 50, par mois, tu comptes plus, quoi. Ouais, ouais, je vois le truc. Mais, là, quand même, à ce moment-là, si tu me parles de fin 90, début 2000, j'imagine, là, il y a quand même d'autres gens qui commencent à arriver. On n'est plus tout seul et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a découvert des yards, des spots, plutôt, de métro et des spots qu'on a partagés et voilà, donc ces spots qui après ensuite se sont fait de nouveau aussi partagés, ainsi de suite et donc la plupart de tous les spots se faisaient de nouveau péter, quoi. On pourrait parler quand même de cet extrait légendaire, parce que c'est quand même à cette période-là où, tu fous le feu au métro devant une pièce VA. Est-ce que c'était ouais, c'est un peu un résumé en image de la mentalité de cette période-là, j'imagine? C'est quand même un truc de massacre, quoi. On va dire que c'était une période, compliquée. Donc dans la période compliquée, tu tellement de soucis que voilà. Après le but, évidemment, c'était pas de mettre le feu, au métro ou de faire exploser une station évidemment, hein. C'était très limité, donc c'était simplement juste pour ajouter une touch, en plus,
dans ce qui avait jamais été fait ou ce qu'on n'avait jamais vu en fait, encore, dans ce milieu en tout cas, puisque la vidéo a été reprise, un peu partout, en Europe, elle a été reprise dans un film aussi, à Waltran, en Allemagne, un film qu'on a eu l'occasion de voir au cinéma. Donc c'était assez spécial comme période et donc ça faisait partie aussi de la violence, d'un ado, dans sa tête et qui a rien qui allait en fait. Oui, effectivement, je parlais de mettre le feu. On n'est clairement pas sur un incendie, complet, mais pour ceux qui veulent voir l'image, ça se trouve dans Midnight Run, sur le début, où on voit que tu mets le feu, sur le troisième rail, devant le métro et où tu nous fais une magnifique gestuelle. C'est Pardon. ça, c'est ça. C'était une danse sacrée, comme les Indiens. Je vois un grand sacrifice de la Stib, les mix sacrifiés. Mais ouais, du coup, je trouve que ouais, je trouve que de ce que tu me dis et de ce qu'on voit, il y a quand même ouais, une interprétation visuelle de la violence dont tu parles à cette période-là. En tout cas, d'une radicalité que peut-être les autres n'avaient pas dans les actes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est une violence intérieure. C'est pas une violence terroriste. C'est pas une violence de faire du mal aux gens. C'est une violence intérieure, quoi. C'est un, ce sont des jeunes, quoi, qui sont très mal dans leur peau. Il y a rien qui va dans leur vie. Il y a pas d'argent. Faut tout voler. Faut agresser les gens. Faut voler des installs de voitures, etc. Donc, la faute, elle est pas remise, du tout, à la société ni aux parents. C'est juste, un fait de société, qui a toujours existé, qui existera toujours. La faute, elle est simplement remise, au mal-être que les personnes, elles ont, de grandir, dans des quartiers, pas faciles et il faut le vivre. Donc, quand tu l'as pas vécu, tu peux pas en parler, hein. C'est impossible. Oui, c'était une réponse plutôt à un mal-être et une façon de l'exprimer aussi, j'imagine. Voilà. Quand tu parles de violence, on comprend bien qu'il y a la violence de la peinture, il y a la violence de la vie au quotidien. Est-ce que tu considères qu'il y avait aussi une forme de volonté de se faire respecter par les autres en passant par ce biais-là, dans le graffiti en tout cas? Totalement, puisque moi dans ma tête, j'avais en tout cas, les échos, ben, voilà, de UV, sur Paris, dans la manière dont ils travaillaient et ils défendaient leurs yards et leurs équipes. J'avais aussi, des échos, sur d'autres équipes, sur Oslo. Euh, Ça rigolait pas non plus et c'était très vandal, très violent, avec beaucoup de haine. Et encore une fois, c'est pas une haine ou une violence envers les sociétés de transport ou la police ou quoi que ce soit. Ça a toujours été, c'est plutôt une haine que le vandale a en lui-même et qu'il a besoin d'extérioriser en fait. Il trouve ses supports et donc ces supports ils sont roulants. Il y en a d'autres pour qui ça va être aller faire un concert, sortir, boire un verre ou faire quoi que ce soit. Là, le vandale il a besoin d'un support et il s'en sert. Oui, tu considères que c'est ce qui t'a radicalisé dans ta peinture aussi, j'imagine. En tout cas, cette période, ouais. Ouais. Du coup, on comprend bien la mentalité de la période, etc. Combien de temps ça va durer ce truc-là? Ça va durer jusqu'en 2000-2001. Après, on parlait, du coup, j'ai peut-être dit un petit peu trop tôt alors dans le déroulé, mais on parlait de TV. J'imagine que c'est à partir de ce moment-là où tu dis qu'on peut considérer qu'il y a eu un changement entre la période VA très violente, etc., et l'après. En fait, pendant la période métro, donc on a fait la rencontre d'autres collègues, dont Offer, Masque, etc., qui étaient très motivés et très actifs aussi à ce moment-là, sur roulant et pas sur métro. Donc la rencontre a été très cool, la connexion s'est fait très vite. Et donc voilà, les missions se sont très vite enchaînées sur métro, sur train. Euh, Il y avait aussi les MFS qui étaient avec nous, que ce soit sur métro, sur train. Et
C'est ce qui a donné en fait par la suite cette connexion des 3 crews euh, pour arriver à TV, donc un gros collectif, mais uniquement de vandales, quoi. De graffiti, du pur graffiti, quoi. Et quand, ça se connecte, ça donne quoi? C'est quoi le but avec TV? Le but avec les TV, ça a été très simple, c'était du gros, du walker, train et métro. Donc c'était la priorité, en tout cas pour TV, c'est de faire des actions énormes et très rapidement. C'est une forme de se regrouper, en fait, entre personnes qui étaient peut-être dans la même radicalité que toi dans la peinture. Voilà. Je voudrais savoir aussi, parce que ça, c'est quand même là, on parle du coup beaucoup d'un côté, communautaire, social du graphe. Comment est-ce que tu définirais, la le partage et la communauté du graffiti dans le roulant à cette période-là? Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le train, beaucoup de gens se croisent aujourd'hui, les gens peignent ensemble. Le métro, ça reste un microcosme de moins de personnes qui sont beaucoup plus secrètes. Comment, à cette période-là, dans le début du train, dans le début du métro, ça se passait ces interactions? Est-ce que tout le monde faisait du train ou est-ce que c'était minime et encore plus dans le métro et chacun était de son côté ou ça traînait quand même ensemble? Euh, Ça a été une période où ça a quand même bien explosé. Après, dans cette période, il y a eu plusieurs schémas. Donc, il y a eu ceux qui étaient vraiment motivés à travailler sur métro, d'autres sur train, d'autres sur train, métro, rue, voie ferrée. Mais après, on va dire qu'au niveau de la mentalité qu'il y avait à l'époque, c'était quand même, on va dire, elle était assez différente. À ce moment-là, en fait, quand les gens se regroupaient, ils étaient focus sur ce qu'ils allaient faire et le moment qu'ils allaient passer ensemble. Donc, c'était simplement en fait d'exécuter une mission qui devait bien se passer et de passer un bon moment avec des potes. Et voilà, il n'y avait pas d'autres questions qu'on se posait. Ça marchait vraiment à l'affinité du coup, À l'affinité, et il y avait évidemment d'autres graffeurs, évidemment, et ça peignait bien sur train. Il y avait énormément d'étrangers. La scène belge est devenue une scène connue mondialement, hein, à partir de cette période, même un peu avant. Mais ça a été aussi un déclencheur pour la culture, en fait, graffiti sur train en Belgique. Donc ça a donné vraiment quelque chose, et sur métro aussi. Ça a vraiment donné une nouvelle couleur, un nouveau truc qu'il n'y avait pas avant, en fait. Avant, on pouvait vraiment parler d'underground. Là, on parlait plus vraiment d'underground. On était arrivé, on pouvait parler d'une scène. Il y a une scène belge qui était en train de se créer, ou plutôt qui sortait de terre, quoi. Du coup par, l'apport des touristes et par, le fait qu'il y ait une explosion des gens qui peignent, c'est ça? Ouais, voilà, c'était un ensemble de tout, hein. En fait, oui, c'est le fait qu'il y ait plus de magazines, plus de vidéos, des gens qui s'y intéressent. Au plus il y a de personnes, au plus forcément ça va s'enrichir quelque part. En tout cas, sur le début, ça ne peut que s'enrichir. Après, à un certain stade, des fois, ça peut plus s'écrouler parce que c'est trop. Mais à ce moment-là, j'imagine qu'on est que dans une montée et il y a de plus en plus d'intérêt. On est dans une montée et une montée qui va pas redescendre, quoi. Non, ça c'est sûr. Est-ce que tu considères que c'était plutôt hostile ou plutôt accueillant à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la Belgique, c'est quand même accueillant. Les gens, il y a pas trop de yards interdits, il y a pas trop de soucis, même en tant que touriste quand on vient peindre ici. À ce moment-là, il y avait plus de surveillance, plus de t'étais pas le bienvenu ou c'était déjà comme maintenant? La question, elle se posait pas. Il n'y avait pas de 36 000 crews qui bougeaient sur train. Et chaque crew savait à peu près dans quel endroit les gens ils allaient. Ah, donc, si nous, on savait où on allait, que d'autres crews allaient dans un autre endroit, on n'allait pas y aller parce qu'on savait que soit si on y allait, ça avait déjà été cartonné la nuit, donc c'était con d'y aller le jour d'après, soit y aller, les rencontrer, tomber en même temps qu'eux, c'était pas ouf non plus, quoi. C'était pas une période, en tout cas, et qui a duré longtemps,
où on prenait forcément plaisir, à rencontrer d'autres gens quand on arrivait dans un yacht. Chaque crew était dans son crew. Chacun bougeait avec, les gens de son crew. Il y avait pas le mix, ni, le côté, festif, le f de du fait de rencontrer, d'autres gens dans un yard, et de se dire: «Oh, c'est cool, il y a d'autres gens», et pour certains même que ça peut réconforter qu'il y ait des gens qui peignent, Ouais, mais c'est important de dire parce que quand, on voit comment ça évolue aujourd'hui, je pense que c'est peut-être difficile même pour certains d'imaginer des dépôts, belges, 130 personnes dedans, quoi. On est à l'inverse complète aujourd'hui. c'est sûr qu'il y a eu, à un moment, certains dépôts qui sont devenus Disneyland, et donc c'est à ce moment-là que ça a été vraiment la fête. Hem, il y a eu des dépôts, que moi j'ai, découverts, comme un monstre en 2001, heu, qui étaient pas du tout connus, qui étaient pas du tout exploités, et dans lesquels, j'y allais de temps en temps, et je plaçais, d'autres blases puisque, j'étais, à ce moment-là, sorti de gros, gros problèmes de justice, hem, liés au graffiti. Et donc voilà, puis ça a été cette petite période, que moi où j'ai connue, où j'étais assez tranquille, hem, qui a duré, jusqu'au moment où voilà, il y a d'autres crews qui sont arrivés, et qui ont commencé, à bien cartonner les trains aussi, quoi. Ouais, je vois. Je vais revenir un petit peu sur TV, parce que du coup, on a lancé sans développer. Hem, du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la période, TV et quelle est l'évolution de nouveau que ça t'amène? Parce que j'imagine que chaque fois, un changement amène une évolution et à cette période-là, qu'est-ce que ça devient? Alors TV, c'est un groupe, qui a, qui n'a pas duré très longtemps. En tout cas dans l'ensemble, dans l'équipe au complet, parce qu'il y a eu, beaucoup d'histoires, il y a eu, beaucoup de gens qui ont arrêté, de gens qui se sont fait arrêter. Donc TV a duré le temps qu'il a duré, en fait. Il y en a d'autres, qui ont continué, à faire, bouger le groupe, à essayer de faire des choses, mais il y avait plus, la même, énergie, qu'il y avait au tout début de la création du crew, parce que moi je me souviens quand le crew a été créé, et je pense que c'est même, Ofer qui en a eu l'idée. Hem, C'était vraiment l'objectif, d'arriver avec une équipe, très solide, une équipe de pros, une équipe, prêt à foutre, vraiment à foutre le bordel, quoi. Oui, il y avait clairement déjà dans le recrutement une, vision, ouais, cadrée, quoi. C'était, les gars qui savaient quoi faire et qui avaient entre guillemets «les couilles» d'y aller et d'aller jusqu'au bout du truc, c'est ça? Ouais, voilà, et c'était organisation, très carrée, avec des gens très motivés, et le but c'était de faire du walker surtout, en tout cas, il y a eu de belles choses avec ce crew, quoi. Alors on sait que chaque bonne chose a une fin et je sais que tu as eu un stop parce que du coup, pour le contexte, moi quand j'ai commencé à peindre, ton nom était cité comme, quelqu'un qui avait, le record de métro ou de ceux qui en avaient le plus, mais je n'avais jamais vu une pièce à toi. Donc c'est parce qu'il y a eu une pause de ta part, pendant une période. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cet arrêt que tu as eu? L'arrêt, il a eu lieu en 2001 suite, à des très gros problèmes de justice. Donc, ça a été un arrêt forcé. Ça a été un arrêt, pour lequel, évidemment, psychologiquement, plus que financièrement, ça a été, très compliqué. Hem, Ensuite, je suis, très vite. Oui, j'allais dire, pardon, excuse-moi, hein, mais est-ce que tu serais OK de nous parler de ce qui s'est passé pour toi pour cet arrêt, de l'arrestation, ou c'est quelque chose dont tu préfères pas parler? Bah, la case prison, Oui, et il y a eu un contexte particulier? C'était une enquête, qu'est-ce qui s'est passé pour une toi? très grosse enquête, Ouais, lié au graffiti, liée au tag. au tag, ouais, OK.
Tu pars en prison combien de temps à ce moment-là? Une période ni longue ni courte, mais juste assez que pour comprendre que voilà, euh, la vie en tout cas en liberté, il faut, il faut le vivre et faut surtout pas vouloir la tester enfermée, quoi. Ok, je vois le truc. Et tu sors de là. Est-ce qu'il y a du coup un désir, comme tu viens de dire, de je veux pas y retourner, donc là c'est un arrêt complet? Ou est-ce que malgré tout ça te donne envie, mais enfin comment ça se passe la peinture à ce moment-là? Mais en fait, avec le sursis, évidemment que tu peux pas recommencer. Et ensuite, tu revois tes amis qui te disent, qui t'ont entendu à la radio, qui t'ont vu dans les journaux, qui t'ont vu à la TV, etc. et tout. Donc, comme tout graffeur avec son ego, évidemment que ça m'a fait plaisir, mais je savais aussi ce qui m'attendait. Et la suite a été en fait que c'est plutôt à contre-cœur que j'ai dû stopper par rapport aux problèmes de justice. Ton arrêt dure combien de temps? L'arrêt officiel, il n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire arrêt officiel, parce que ça veut tout et rien dire évidemment. L'arrêt officiel, il a duré le moment que j'avais décidé qu'il dure. Ensuite, moi, j'ai repris calmement sur les murs et puis j'ai recommencé à l'étranger pour continuer à être actif et ne plus être la cible numéro un en Belgique, en tout cas à cette période, je parle. Tu déménages du coup complètement dans un autre pays, c'est ça? Je déménage pas, non, je fais simplement des actions à l'étranger, Ah oui, ok, donc tu résides toujours ici et tu faisais des voyages pour ça. c'est ça. Ok. Cette période-là, elle dure de nouveau combien de temps? Enfin, je sais qu'il y a quand même un moment donné où on parle d'une vraie reprise avec ton nom, etc. Euh, mais cette période d'entre-deux, ça, enfin, ça dure combien de temps? C'est juste ces voyages, etc. Elle dure de 2001 à 2005. Et en 2005, j'ai décidé de reprendre ici avec d'autres blazes. Et là, ça se passe comment, ici? Ça se passe très bien parce que je me retrouve au début seul, sur roulant, sur train, et ensuite je me retrouve avec un associé où là on a recommencé sur métro. Ah oui, donc tu repars directement dans le dur. Ouais, et en force. Là, les métros, on en était à 2-3 par jour. Tu fonctionnes que avec des blazes mythos, ou tu reprends quand même un nom fixe Que des blazes mythos. que des blazes mythos, mais toujours avec le crew aussi, ou même plus? Plus de crocs. Ah ouais, donc là, t'es vraiment avec ton binôme, vous avancez à deux et C'est tout, voilà. plus de mélange avec d'autres personnes, plus de peinture. Exactement. Et avec des styles complètement aléatoires. Là, c'est les seules fois où je vois encore des gens de l'équipe, c'est pour aller faire un mur légal. Ouais, ok, je vois le truc. Que du métro pendant cette période-là? Surtout. Et un petit peu de train aussi, c'est ça? Ouais, 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, donc un petit peu quand même. C'est un rythme que certains ont eu à leur apogée, c'est pas mal. Et de nouveau, c'est la grande question, hein, de nouveau, cette période, elle va durer combien de temps? La période, elle a duré de 2005 à 2009. Parce qu'en 2009, j'ai eu un très grave accident de la route. Donc il m'a rendu handicapé. Et donc tout s'est stoppé, quoi. Ok, donc là, c'est ouais, là de nouveau un arrêt encore plus brutal et encore moins envisagé pour toi. C'est ça, Tu passes par une rééducation, c'est ça? partout. Ok. Plusieurs années. Ouais, Il y a un moment donné où où tu te dis ça va être terminé, alors j'imagine, de la pratique de la peinture et tout. Parce que quand on a un accident comme ça, j'imagine que c'est dur de se projeter, de se dire je pourrais y retourner. à ce moment-là, je pensais pas au graffiti ou à reprendre le graffiti ou quoi que ce soit, parce que j'ai d'autres activités sur le côté.
dont, voilà, la musique, et puis quelques sports extrêmes, toujours à la recherche d'adrénaline. C'est plutôt retrouver ma condition. C'est ma santé, mon physique, ça fait partie justement, comme je disais dans le graffiti, pour certains c'est un amusement. Pour moi c'est une discipline et dans cette discipline, il faut être carré, il faut être, bien dans son corps. Si on n'est pas à 100, il faut pas aller peindre. Quand je parle de graffiti, de aller peindre, évidemment, je parle uniquement de roulant, de vandalisme. Et voilà, donc dans la discipline, justement, il y a le corps. Et donc voilà, c'est tout ce qui est drogue, alcool. Et alors, c'est faire attention à son corps. Et là, c'est sûr que c'était la chute. Elle a été, vraiment très dure. Oui, j'entends bien que ça devient pas du tout ta priorité à ce moment-là, évidemment. Non. Mais il y a un moment donné, est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là alors que, du coup, moi je parlais de 2014 où je voyais plus du tout ce que tu faisais. On est dans cette période-là, j'imagine alors encore. Euh, J'étais immobilisé de 2009 jusqu'à 2012-2013. Ok. Une fois que tu as repris ta condition un minimum, euh, la question s'est vite reposée. Et ou est-ce que c'est quelque chose qui est revenu à la charge très vite ou en fait de nouveau pas du tout? Parce qu'en fait ça aurait pu être le marquer la fin complètement de ta carrière et puis passer à autre chose. Comme tu dis, tu avais d'autres activités. L'âge avance aussi également. Enfin voilà, pourquoi à un moment donné ça revient quand même? En fait, il y a eu une période aussi dans, dans ma vie où donc voilà, j'ai été handicapé. Et cette période est différente euh, d'une vie normale. Quand on est handicapé, évidemment, la vision et les choses de la vie sont complètement différentes. Donc, les priorités, c'est de savoir pouvoir se lever, arrêter d'avoir mal, arrêter de souffrir, euh, trouver un but dans la vie, avoir des projets, si possible. Euh, et à côté de ça, le graffiti à ce moment-là n'était pas quelque chose auquel j'y pensais. Mais si je peux faire juste une parenthèse, c'est que depuis le début, où j'ai commencé à sketcher, c'est-à-dire 11-12 ans, jusqu'à aujourd'hui. Euh, Quoi qu'il se soit passé dans ma vie, je n'ai jamais, jamais arrêté de sketcher. C'est quelque chose, c'est comme, je peux le dire en tant qu'ouf, c'est comme d'aller pisser, c'est comme un chien qui a besoin d'aller pisser tous les jours, quoi. C'est exactement pareil. Je peux pas m'imaginer un jour et je n'arrive pas, c'est pas possible. Et, le sketch fait partie de ma vie au quotidien. C'est ce qui a maintenu le lien en fait pendant tout le long de ta vie, un minimum avec cette pratique, même quand même quand tu n'as pu plus pratiquer dehors, c'est ce qui a toujours maintenu le lien, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est intéressant parce que du coup, même alors pendant cette période très dure physiquement pour toi, et psychologiquement aussi, j'imagine, forcément c'est impactant, tu gardais ce truc-là. Tout le temps. Peu importe l'endroit, à l'hôpital, n'importe où. C'est fou que ce soit resté à ce point-là, il y a un amour réel pour ça, quoi. Il y a un amour réel, ouais. Et en fait, ça m'arrive souvent quand je sketch de repenser à mon tout premier sketch de graffiti avec un lettrage. Et j'avais 12-13 ans. J'étais avec Raj et il m'expliquait les bases du lettrage, etc. Et j'ai souvent ce souvenir qui revient quand je sketch. Et c'est marrant de repenser à ce jour-là, un après-midi d'un petit gamin qui apprend à sketcher et toute l'histoire qu'il y a eu après, quoi. Et toutes les histoires qu'il y a eu, quoi, c'est incroyable. C'est presque un moment clé de quelque chose qui a pu te sauver de quelque chose de... Enfin, d'un avenir peut-être pire que ce que tu aurais pu avoir, en réalité. Avec toute la violence dont tu as pu parler, de tout le contexte dans lequel tu as pu évoluer. C'est drôle de se dire que c'est peut-être un moment clé de...
Bah, ça a été souvent un échappatoire, mais ça n'a pas vraiment sauvé de faire des bêtises, d'être un méchant garçon, de voler, et cetera et tout, d'avoir, une période, une jeunesse, très, très, compliquée. Donc, mais c'était souvent l'échappatoire. Tu penses pas que ça aurait été pire sans le graffiti? Je pense pas que je serais ici. Oui, voilà, c'est déjà une belle différence. Du coup, tu maintiens ce lien toujours. Il y a eu l'envie alors de retourner un moment, faire, c'est ça? Quand tu t'es senti mieux, quand la souffrance est apaisée, il y a eu l'envie, qui est revenue? Ouais, voilà, les sketchs, c'était bien, mais il fallait revenir, donc, je suis revenu doucement. Je suis revenu doucement aussi, parce que, évidemment, j'avais évolué, j'avais grandi, j'avais, envie d'autre chose, peut-être dans la vie à ce moment-là et donc, j'avais pas envie d'ennui. Hem et donc, je suis resté calme, je graffais mais, calmement, sur des murs, ce qui était pas du tout mon truc mais, ça me permettait de faire des sketchs mais en taille réelle. Est-ce que le fait d'avoir été, proche de la mort, d'avoir été, immobilisé et cetera, ça t'a permis peut-être un recul sur toi-même, peut-être de moins de radicalité aussi dans ta peinture, dans ta personnalité? Ou est-ce que tu penses que ça n'a pas spécialement changé quelque chose à ce niveau-là? Ben, en tout cas, heu, j'ai eu beaucoup d'accidents, mais cet accident-là, où je me suis retrouvé écrasé, pour rentrer dans les détails, par une voiture, le fait de m'être fait écraser, d'avoir fini en dessous de la voiture, et où j'ai vu ma vie défiler, hem, je me suis dit: «OK, là, j'ai vu ma vie défiler, en fait» et la vie, c'est ça, en fait. Tu marches et tu peux te faire écraser et tu mort. Donc, si c'est pour ça, je préfère, la vivre à fond et faire ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, peut-être moins se prendre la tête sur des trucs et être plus dans le moment et dans l'instant, quoi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que la reprise, tu dis effectivement tu l'as reprise tranquillement. Moi c'est vrai que j'ai le souvenir de revoir ton nom apparaître, sur des murs, sur des spots Lego et cetera. Mais c'était quand même seul. Est-ce que tu as été remis dedans parce qu'on t'a invité à peindre des anciens potes? Ou est-ce que c'est un truc qui vient de nouveau de toi-même et tu y vas solo en disant, «Je le fais pour moi»? Hem, Comme depuis le début, ça a toujours été pour moi, en fait. Bien sûr, mais enfin ce que je voulais dire c'était est-ce que c'est dans un moment plus d'un on va vivre un moment de partage ou est-ce que c'était, la peinture et toi-même? Bah, c'était un ensemble, hein, de toute façon. Hem, le le graffiti, en tout cas sur métro, c'est quelque chose qu'il y a que ceux qui vraiment, qui le vivent, qui pourront te l'expliquer, ce qu'ils vivent vraiment. Les spectateurs, peuvent pas comprendre. Heu, Après, il y a plusieurs échelles, à ce niveau-là. Tu as l'échelle, que nous, sur laquelle nous on a été, évidemment, on a fait, on était complètement fous. C'était pas juste, la mentalité d'être un vandale et d'aller graffer, des métros. C'était, vivre métro, manger métro, voler métro, graffer métro, et pourquoi pas même mourir métro. On s'en foutait en fait. On s'en foutait complètement. Ouais, je vois, il y avait oui, c'était vraiment un truc, de comme on disait, de radicalité complète, quoi. Le complet. Dans le cerveau, il y avait que ça. Et l'odeur des tunnels, l'atmosphère. euh, et c'était vivre un instant, que ce soit toi ou avec tes collègues, un instant unique, un moment incroyable. Et la photo, franchement, elle était secondaire, quoi. C'était vraiment le moment qui était incroyable à chaque fois. Et donc, on parlait de la reprise, que tu recommences sur les murs tranquillement et cetera. Il y a vite une envie de plus? Ou est-ce qu'il y a quand même un truc où, pendant tout un moment, ça te convient de rester dans les terrains ou dans quelque chose de plus tranquille? Euh, il y a toujours eu l'envie de plus, mais comme il y avait d'autres priorités dans la vie à ce moment-là, c'était pas le vandalisme qui était prioritaire.
Et puis, il y a eu la période Covid, l'après-période, et puis, enfin, ça a été vraiment à ce moment-là, on va dire, le déclencheur pour relancer la machine. Moi, cette période-là que je te rencontre d'ailleurs, personnellement et et effectivement, comme je dis, je te vois revenir sur des murs, des petites pièces par-ci par-là, puis je te revois arriver sur les trains, on se rencontre et là, c'est du non-stop. Genre, c'est parti, jusqu'à maintenant, ça n'a plus stoppé. C'est ça, c'est non-stop. Et en quantité de nouveau, industrielle, quoi. C'est marrant qu'il y a eu, c'est comme si tu pouvais pas t'en empêcher en réalité. Ça fait partie de ta peinture en fait. D'y aller à fond, de manière, presque de nouveau, ce mot qui revient tout le temps, mais radical. Tout le monde n'y va pas à cette quantité-là. Ouais, après, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est la manière dont la vie, moi je l'ai vécue, où ça a toujours été tout ou rien. Ça a toujours été soit tout en haut, soit tout en bas, soit la vie, soit la mort. Et il n'y a jamais, jamais eu en fait de juste milieu. En tout cas pour ma part, pour mes amis, oui, ils ont trouvé leur juste milieu et ils ont trouvé leur équilibre dans leur vie. Mais le juste milieu, moi dans le graffiti, je l'ai pas imaginé, j'arrivais pas à me l'imaginer. Et c'était pas donc une forme de rébellion ou une façon de dire je fais plus que les autres. Il n'y a pas besoin en fait, comme je dis en fait, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de montrer, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le respect, il arrive et simplement avec le travail que tu fournis quoi. Oui, c'est juste ta façon de le pratiquer en réalité. Voilà, c'est tout. Mais comment ça te fait, toi, du coup, de revenir dans une scène qui a évolué, qui a bougé, qui a pas mal changé, avec des nouvelles personnes actives, plus de monde? Comment est-ce que tu reprends ta place là-dedans? Parce que de ce que tu m'as dit, de ce que tu m'as expliqué, t'étais dans une mentalité complètement différente de ce qui se passe aujourd'hui dans le concret, du train, bruxellois. Comment c'est pour toi d'être confronté à ça et comment tu arrives à reprendre ta place là-dedans? Euh, je suis revenu au début posé, très calme, et puis ensuite, on va dire que la mentalité VA est ressortie et ça n'a pas été facile. Donc il y a eu quelques histoires avec pas mal de personnes et parce qu'il fallait que je retrouve mes marques. Il fallait que je me fasse aussi aux nouvelles mentalités, à cette manière de travailler qui était un peu différente, les équipes aussi qui étaient différentes, etc. Et puis cette espèce d'union qu'il y avait entre tous les crews, etc. Et en fait, voilà, je veux dire qu'il y avait du bien, et puis il y avait des choses qui étaient moins bien, mais dans l'ensemble, avec l'âge, c'est sûr que il y a un moment où on devient fatigué aussi. Fatigué de, fatigué de rentrer dans les conflits, fatigué de rentrer dans des histoires qui se terminent jamais. Et il y a un moment quand ça dure, évidemment, qu'on trouve plus le plaisir d'aller graffer. Et donc, faut que le plaisir y reste. Et pour qu'il reste, je vais pas dire qu'il faut morte sur sa chic, mais il faut se remettre un peu en question et puis continuer à prendre plaisir et prendre les bonnes choses parce que bon voilà, la vie elle est très courte. Oui, il y a eu quelque part des compromis, en fait. Oui, des petits compromis, et en fait aujourd'hui tout va bien et enfin, il y a que des bonnes personnes, en tout cas beaucoup, en tout cas je dirais pas dans la majorité, mais il y a beaucoup de bonnes personnes. C'est comme dans tout, évidemment. Et en même temps, c'est marrant parce que, comme tu dis, il y a eu une adaptation de ta part. Ça a pu être compliqué, je l'entends. Mais en même temps, tu as très vite connecté avec la nouvelle génération. On t'a vu beaucoup peindre avec Bisque, par exemple, ou avec d'autres. Même avec nous, en réalité, hein. On a quand même pas mal d'années d'écart et ça s'est connecté. Donc je trouve ça assez marrant que rapidement, tu te sois mélangé avec les nouveaux, tout en ayant ce truc de bon, c'est plus pareil, va falloir que je m'adapte.
En fait, ce qui se passe, c'est que, tu les gens qui ont leur vécu dans le graffiti depuis quelques années, puis t'as les gens qui ont leur vécu dans le graffiti comme moi depuis trop d'années peut-être. Et du coup, la vision est différente. Donc, on me l'a reproché de bouger avec, beaucoup de gens et tout le monde et n'importe qui, parce que j'ai surtout fait passer mon plaisir et le partage avant tout. Tu à un âge aussi, où, il y a un moment où le partage, il est important aussi. Donc j'ai envie de dire, les étapes, de haine, de violence, de bagarre et tout ça et tout, ça a été un moment, c'était cool. Après si c'est revenu, encore, hem, c'est pas revenu comme, en puissance 10. C'est revenu juste pour calmer les troupes, comme on dit. Pour dire: «Bon, les que que les gens comprennent, voilà, moi j'ai vécu ça avant, je sais, de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire». C'était une autre époque et évidemment que je viens de cette époque. Donc, si d'une part tu ressens un respect des jeunes et qui sont chauds et qu'ils ont envie de bouger, qu'ils ont un style de merde ou pas, on s'en fout, heu, ça fait toujours, plaisir et évidemment, hem, que la jeunesse, c'est la relève. Donc, cracher sur la relève, des futurs vandales, des futurs gros vandales, des futurs peut-être, mecs, qui en eux aussi à un certain âge continueront malgré, les problèmes, les ennuis, la prison ou qu'ils ont des familles et cetera et tout et qui resteront motivés, toute leur vie, je l'espère en tout cas. Hem, on verra bien, après les époques elles changent donc, c'est sûr que il y a des générations, aujourd'hui, qui sont plus là. Il y a des générations qui sont encore là, mais qui ont plus rien envie de faire. Il y a des générations comme la nôtre, qui sont encore très, très actifs. Et puis, dans les jeunes, pareil, tu auras qui vont arrêter après, quelques années, d'autres qui vont créer une famille et qui auront plus envie, et d'autres, quoi qu'il se passe, qui continueront. Et si parfois, moi, ça m'arrive de bouger ou d'être là avec des jeunes et de kiffer ce qu'ils font, en tout cas leur action, c'est pour qu'ils soient là encore dans 30, 40, 50 ans. Oui, et alors ce qui était marrant, c'est comme tu viens de le dire, on a la particularité, à Bruxelles en tout cas, d'avoir une scène, avec beaucoup de personnes plus âgées. Une génération, du coup, allez, milieu, fin 90, début 2000, qui est toujours là aujourd'hui. Pas mal de personnes sont toujours là. Donc ça a dû être, agréable en fait pour toi de revenir et de voir que, en fait, tu avais encore plein de gars de ta période qui étaient toujours actifs, toujours là, et que tout le monde n'avait pas disparu. Tu as dû te sentir un peu moins seul. Alors, quand je suis revenu, j'ai quand même, bougé, une bonne période tout seul. Ensuite, oui, j'ai vu qu'il y en a qui étaient actifs, mais pas beaucoup. Hem et donc voilà, ça s'est refait petit à petit. Donc, il y a eu un élément, déclencheur aussi qui a été énorme, heu, où il y a eu le retour de d'une masse de graffeurs de l'époque qui ont recommencé sur Train. Ça a été la mort de Choc. Ça a été, justement un choc pour tout le monde et choc dans tous les sens du terme et donc ça a mis vraiment, comme un truc dans la tête des gens et voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a été vraiment, l'élément, pour moi, un des éléments, si pas, quand même, hyper important, sur, la reprise, je parle des anciens en tout cas. C'est marrant, c'est comme si ça avait peut-être un peu, rappelé à tout le monde que, en fait, on a tous une fin et que il faut peut-être en profiter, quoi. Peut-être ça a fait une piqûre de rappel à certains qui l'avaient oublié. Et comme c'était quelqu'un d'important, c'est d'autant plus impactant, je pense, pour, pas mal de personnes. C'est ça, parce qu'en fait, peu importe la quantité, de trains qu'il ait fait, heu, c'était surtout un c'est l'homme avant tout. C'était un c'était quelqu'un, de très, très humble, donc malgré, le fait, qu'il aurait pu se prendre, pour, bah, justement, pour ce qu'il était, le king. Hem
Mais ça a été, l'élément déclencheur, parce que c'est vrai que dans la reprise, des anciens, la majorité ont des familles, ont un très bon travail, une très bonne situation, dans l'ensemble et donc, à aucun moment, ces gens-là qui avaient arrêté depuis 15, 20 ans même certains, se disent: «Tiens, je vais reprendre» et puis ça a été un effet boule de neige puisque, voilà, choc, il y a eu son décès, puis après, moi j'ai repris en force, et puis voilà, on a commencé à se motiver, j'en ai tiré à droite, à gauche, puis j'ai commencé aussi, à motiver les gens avec qui j'avais, plaisir encore à vouloir, bouger, quoi. Oui, c'est un effet, boule comme tu dis, un effet boule de neige. J'imagine que tu arrives à en motiver deux trois, qui vont en motiver deux trois, et puis il y a ceux qui disent: «Ah mais tout le monde rebouge, je vais pas louper la fête», et c'est reparti, on recrée une équipe, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, une équipe, mais c'est pas une équipe, hein. C'est juste, en fait, une grosse vague qui arrive avec, beaucoup d'anciens et cetera et chacun reste quand même, dans comment dire? Avec, sa manière de fonctionner, donc c'est une espèce de grosse équipe d'anciens, ouais, c'est ça. Bah, ça reste, assez cool à voir, puis, ça change, ça amène de la variété, pardon, donc c'est cool. Il y a aussi, du coup, un autre point qui est important dans le avant-après, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, de toute cette vague, de gens qui veulent être vus, qui veulent se montrer, ou alors à l'inverse, qui ne veulent pas être vus, mais qui le sont, à leurs, dépens. Comment, toi, tu vis cette différence de on vit caché, on monte panneau toi-même tu dis: «On n'a pas de photos», et du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves à être spoté, sur 50 pages, avoir tes panels qui tournent partout. Ça, c'est comment ce changement pour toi? Alors, c'est sûr que ça a changé énormément de choses, hem, en tout cas de ce que nous ce qu'on pouvait vivre avant avec, les magazines, ou les VHS. Hem, En fait, la différence, elle est pas très grande, la seule chose qui pour moi change, c'est qu'avant on bougeait pour nous, en grosse majorité, et qu'aujourd'hui j'ai quand même l'impression que les gens ont le besoin de bouger pour eux en tout cas, mais le besoin de montrer. Et du coup, ça devient, plus un jeu, le fait, de dire: je bouge, pour montrer ce que je fais». Donc je bouge pour les autres, quoi. Je bouge pour montrer, sur les réseaux sociaux que je fais ça, que je peux faire ça, que j'ai fait ça, j'ai fait autant et cetera et donc voilà, je vois pas le mal dans ça parce qu'en fait, c'est la continuité des magazines, c'est dans lesquels, on envoyait nos photos aussi à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, c'est Instagram. C'est sûr que niveau, consommation, c'est pas la meilleure des choses puisqu'aujourd'hui, tu prends un livre en main, tu vas y passer toute ta soirée dessus. Alors qu'Instagram, tu vas, tu passes ta soirée dessus, tu vas passer sur 300, 400, 500 comptes différents et pas sur un seul compte. Et donc ta consommation, visuelle au niveau du graffiti, elle est complètement, merdique. Il y a aucun moment où tu peux admirer, tu peux réfléchir, à la technique, au lettrage, à ce que le mec a fait, à ses outlines et cetera et tout. Il y a rien. Tu consommes, tu scrolles, quoi. Je pense que c'est ce qui marquera toujours la différence aussi entre ceux qui le regardent et ceux qui le vivent. C'est que on peut consommer autant de panels, et de métro qu'on veut, sur Instagram. Celui qui va dans le dépôt ou à la gare et qui se le prend de ses propres yeux, il saura toujours la différence. Les échelles, les rendus, même les gens qui sont réellement actifs, sans être passés par le prisme d'un d'un spotter, qui prend ce qu'il a envie ou pas. C'est aussi, je pense, ce qui fait que la graffiti sera toujours un mouvement vivant et qui se vit, dans la vraie vie. Je pense que la différence, elle se place là aussi, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, toute façon, de base, hem, le graffiti, c'est quelque chose qui se vit et la vie, c'est la réalité. C'est pas les réseaux, c'est pas Instagram, demain, on coupe les câbles, sous la mer, il y a plus d'internet. S'il y a plus d'internet, ça veut dire quoi? Que tu plus un graffeur? Ça veut dire que, tout ce que tu as fait, c'est fini, plus personne peut le voir? C'est pas ça.
La vie, c'est, heu, c'est de vivre déjà, ce que tu fais, c'est-à-dire, du graffiti et le vivre à fond, avec passion, le partager et si, toi ça te fait kiffer de le partager, avec personne, tant mieux. Si tu le partages avec tes potes, c'est cool. Si tu le partages sur les réseaux sociaux, et voilà, chacun est libre de faire, ce qu'il veut. Après, au niveau des réseaux sociaux, c'est comme l'intelligence artificielle, on n'y échappe pas, on va pas y échapper et donc faut faire avec. Hem et puis il y a du bon, il y a du mauvais, c'est sûr, ça reste un très bon support, pour, la diffusion, de livres, ou d'événements et cetera donc on peut pas cracher dessus non plus, c'est la société d'aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, c'est clair. Je pense que déjà, comme tu dis, ça fait vivre aussi les mouvements underground, ça permet d'avoir quand même plus de rassemblements, des gens qui pourraient plus facilement venir même vivre en fait leur culture, parce que des fois on n'est pas au courant qu'il y a un événement pour peu qu'on habite en banlieue ou en machin, on sait pas qu'il y a un événement qui va se passer, une expo, une sortie d'un bouquin ou quoi. Au moins là, on est tous au courant, les gens peuvent venir voir et être plus au courant. Et puis, comme tu dis, il y a aussi le côté. Est-ce qu'Instagram, c'est pas au final, ouais, juste la continuité de l'ego du graffiti de vouloir se montrer? Parce que vouloir être reconnu des autres, c'est pas nouveau. Si on faisait de la rue et qu'on faisait des voies ferrées qui tiennent dans le temps, c'est parce qu'on avait envie d'être reconnu par les autres et par ses pairs, c'est qu'on voulait montrer qu'on était le plus actif. Donc, qu'est-ce que quelque part, est-ce que être le plus connu, en rue dans sa ville et en plus sur internet, c'est pas, le saint graal de la visibilité d'un graffeur vandale? Est-ce qu'on pourrait pas dire, en poussant le trait, que les one-up sont pas devenus le meilleur crew de graffiti parce qu'en fait, toute l'Europe les connaît alors que ça se trouve, ils ont peut-être vu une pièce à eux dans leur vie en vrai? D'un point de vue comme ça, oui, c'est sûr. Mais après, ça peut être aussi un jeu très dangereux parce que vouloir, se comparer, hem, sur les réseaux à d'autres gens, heu, ça peut, justement, te déconcentrer de ta route à toi et ça peut te dévier de ta manière de fonctionner et de plus être toi-même et de faire des choses, dans lesquelles tu serais plus, tu n'aurais plus la maîtrise. Tu serais simplement en train de suivre une tendance et les réseaux, c'est ça, ce sont des tendances. S'il y a une paire de sneakers, qui est à la mode cette semaine, c'est la tendance, ben, tout le monde veut la porter donc dans le graffiti, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une tendance, il y a un métro qui se fait à Milan, il est posté sur de différents supports, vidéos, photos, tout ce que tu veux, réel et cetera. Hem, on voit on pense qu'il y a une certaine facilité parce qu'on est derrière l'écran, mais c'est la tendance d'y aller, tout le monde veut y aller. Mais personne va te dire qu'il y a un risque aussi. C'est pas un jeu. Tu peux y aller, tu peux avoir de soucis, tu peux ne plus revenir. Hem, parce que, ça reste, aussi un sport, pour certains, mais ce sport, voilà, il y a aussi des risques. Donc faut faire attention, entre la réalité et ce qu'on voit sur les réseaux. Faut savoir faire, la part des choses et surtout vivre son instant et prendre plaisir, avec le minimum déjà que tu peux faire, te contenter et être content de ce que tu fais avec toi et tes potes, quoi. Ouais, moi je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est peut-être important de rappeler que, comme tu dis, c'est pas parce que ça paraît facile en ligne que dans la réalité, c'est le cas, que c'est accessible, parce qu'une vidéo de 30 secondes sur Instagram, avec une musique électro d'un métro, la réalité derrière, c'est peut-être 5 heures d'attente, et dans le noir et dans le silence complet, et c'est souvent même plutôt ça qui se passe. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours, bien de le dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la différence entre la réalité et le virtuel, mais après voilà, c'est sûr que ça motive certaines personnes, à faire des choses qu'ils peut-être n'auraient jamais fait. Ça en fait rêver aussi certains, qui n'oseraient jamais le faire. Donc il y a du bon aussi, hein, voilà, ça fait partie de la société d'aujourd'hui. C'est clair. On parle de diffusion, il y a aussi quelque chose dont tu m'as parlé, qui serait cool de parler parce que ça peut intéresser les gens. Tu prévois des livres? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là, de ce qui va arriver? Alors dans les livres, qui vont arriver, et qui ont mis un peu de temps, mais ils vont, arriver cette année,
Ils ont mis du temps parce que, voilà, il y a un certain travail dessus à faire et le travail se fait pas en 3 jours. Heu et puis, il y a aussi, des collaborations dans lesquelles je voulais, me lancer et bon aujourd'hui, je ne sais pas encore où ça va mener donc je vais voir. Mais en tout cas, les livres, vont sortir. Donc il y a le Train Fire, donc une édition spéciale avec des photos inédites, qui est On parle d'un livre, le Trainfire, tu avais déjà sorti une première édition de ce livre-là avec édition premier, hein, il y a quelques années. ouais, voilà, c'est ça. Un focus, du coup, c'était, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un focus sur des panels en chrome noir avec un fond de flamme. Ouais, voilà, c'est ça. Le projet, c'est juste des flammes et donc c'était un projet, établi sur 2 ans avec, le le but, c'était en fait de faire un maximum de panels, de wildcards, de bottom, de tout ce qu'on veut, et qu'ils soient à chaque fois différents, avec chaque fois le même thème, les flammes. Et donc ici, le Black Edition qui sortirait maintenant, en fait, ce serait plus des photos, beaucoup plus de photos inédites, sous différents, des photos complètement différentes de l'autre, sur un format black. Il y a un autre livre qui va sortir aussi avec un autre blaze que je peux pas encore dévoiler ici, mais qui va sortir aussi cette année. Euh, il y a le Wolf Co qui normalement doit sortir fin d'année. Euh, énorme livre avec tous les acteurs du mouvement graffiti sur train, je tiens à préciser. Euh, et donc tout le monde, pratiquement tout le monde sera dans le livre, évidemment, surtout 90% des gens avec qui j'ai déjà bougé et avec ce livre, il y a une vidéo, un film plutôt de 2 heures qui sera diffusé aussi. Euh, le livre sera en série limitée, évidemment. Et un autre livre aussi va sortir au courant de l'année, c'est le VA Archive. Donc c'est un livre qui va reprendre toutes les archives du crew VA, que ce soit sur roulant, comme Street, voie ferrée, etc. Des documents inédits, des articles de journaux, etc. C'est un très très beau livre à avoir dans sa bibliothèque, en tout cas pour l'histoire du graffiti, sans faire trop le modeste. Donc Bah, franchement, ça donne bien envie. Il y en aura pour tous les goûts, que ce soit pour les amateurs de nouveautés et ceux qui aiment les archives. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu les infos pour ça? Il y a un réseau sur lequel tu comptes poster? pour le moment, la création des livres est pratiquement terminée. Pour certains, elle est déjà comblée, elle est finie. Le film est sur la fin et tout sera diffusé sur les réseaux, sur les fameux réseaux sociaux duquel on parlait, Instagram, Il y a un compte en particulier? bientôt. Ok, on partagera de toute façon les infos en temps et en heure sur nos réseaux à nous. Euh, et je vais te laisser le mot de la fin, parce qu'on va arriver à la fin de cette interview. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Tu as champ libre. Ok, ben, j'ai un petit mémo pour la fin que j'avais écrit. Je vais simplement dire, fais ce que tu as à faire avant que tout s'arrête. Et n'attends jamais le bon moment parce qu'il n'existe pas. Personne ne pourra faire ou refaire ce que tu fais. Alors fais-le parce que la vie, elle t'attend pas. Merci beaucoup, Ouf. Merci. Pour les autres, on se retrouve bientôt pour le nouvel épisode. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, sur C'est My Name Mag. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la suite. Merci encore, Ouf. Merci à toi. Et pour les autres, à la prochaine. Salut.